Alors, pour que les gens comprennent bien, on propose ici un graphique qui correspond au système que vous proposez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui change dans ce système par rapport à la situation actuelle? Alors, ce qui change fondamentalement, hein, vraiment fondamentalement, c'est que le salaire n'est pas le résultat final d'une production qui a été lancée par une avance en capital, à crédit donc, mais que le salaire vient au départ par création monétaire, et c'est l'avance monétaire, pas à crédit, puisque les salaires n'ont pas besoin d'être remboursés. La création monétaire doit être détruite, mais ça, on pourra en parler, bien sûr, comment s'opère la destruction. Mais nous sortons de l'inversion capitaliste. Hein. L'inversion capitaliste de la production, c'est au départ un endettement des travailleurs qui leur ôte toute puissance sur le travail. À la fin, un salaire qui est mesuré par l'acte subordonné qu'ils ont posé. Donc les travailleurs sont pris du début à la fin. Ils sont pris dans le chantage à l'emploi, qui fait qu'ils ne sont payés que s'ils ont posé l'acte de subordination. Et puis, ils sont pris dès le départ par une dette initiale. Je veux dire, il faut qu'il y ait une religion pour qu'on accepte un truc pareil. Hein. C'est du catéchisme. Hein. Le fait de nous dire que mais il faut d'abord s'endetter. Ben non, bien sûr que non. C'est l'intérêt justement de ce qui se passe dans les années 60, c'est qu'on démontre qu'on peut produire 10% du PIB, la santé c'est pas tout à fait rien, sans endettement préalable, par une avance en salaire, le salaire socialisé de l'assurance maladie. Sauf que ce salaire-là venait de cotisation sur une production préalable, et que là, dans le schéma que je commente là, il n'y a plus de cotisation sur une production préalable. Le préalable à la production, c'est le salaire. Le schéma montre bien qu'il s'agisse de biens dits de production, ce qu'on appelle l'investissement, et les consommations intermédiaires, ou qu'il s'agisse de biens de consommation, les biens finaux qui sont produits à partir des biens de production. Il ne faut que du travail pour produire la valeur. Pour produire la richesse, il faut du travail et de la nature, ça c'est la richesse nationale, mais pour produire la valeur, le PIB, il ne faut que du travail. Pour produire des matières premières, pour concevoir des outils, pour fabriquer ces outils, pour produire de l'énergie, enfin pour produire tous les biens de production, il ne faut que des travailleurs. Et pour qu'il y ait des travailleurs, il ne faut que du salaire. La seule avance, il faut une avance monétaire pour produire, c'est évident, mais ce schéma pose au départ non pas les entreprises qui fabriquent de la valeur ajoutée et ensuite va pleuvoir sur cette valeur ajoutée produite du salaire direct, de la cotisation sociale et du profit. Non, sûrement pas. Ça, c'est l'inversion capitaliste de la production. Au départ, et nous l'avons prouvé pour le système de soins, qui a été plébiscité avec des soignants très heureux, parce qu'ils soignaient pour soigner, c'est formidable, ils ne soignaient pas pour rembourser la dette de l'hôpital, ils soignaient pour soigner, puisqu'ils n'étaient pas endettés dès le départ. Et ils avaient en plus un statut de fonctionnaire qui les libérait du marché du travail. Bon, ben, nous fait la preuve à 10% du PIB, c'est pour ça que ça a été tellement ensuite attaqué par la classe dirigeante, ce système de soins. Nous avons fait la preuve que, comme le schéma le montre, au départ, il y a non pas des entreprises qui produisent de la valeur, mais il y a une création monétaire qui crée les salaires qui vont être avancés. Nous préconisons le salaire comme droit politique de citoyenneté de 18 ans à la mort. Bien. Nous sommes 50 millions de plus de 18 ans. Prenons le salaire moyen actuel qui est de 2300 € net. Et disons, nous allons avancer un salaire moyen de 2300 € net à tous, dans une fourchette, parce qu'il faut une hiérarchie des salaires, de mon point de vue. Hein. Nous n'avons pas atteint un niveau de socialisation de la responsabilité économique tel qu'un salaire unique soit viable, je pense. Mais on préconise, disons, un salaire de 1 à 3, hein, c'est-à-dire les 1800 € nets du salaire du SMIC revendiqué à 18 ans pour tous, hein, et un salaire maximum de 5000 €. Bon, donc un rapport de 1 à 3. Mais qui donnerait donc un salaire moyen de 2300 € comme aujourd'hui. Bon, ben pour qu'il y ait un salaire moyen de 2300 € pour les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes, il faut 1500 milliards.
Alors, il faut que la création monétaire de 1500 milliards ait évidemment en face d'elle 1500 milliards de production en valeur pour que la création monétaire ne soit pas purement inflationniste. Hein. C'est pour cela que dans le schéma, vous avez évidemment une production de valeur correspondant à l'avance en salaire. Mais nous sommes en parfaite capacité, évidemment, à produire 1500 milliards. Nous en produisons 2,4 à peu près, enfin 2400 à peu près. Donc, et en plus, lorsque c'est nous qui déciderons au travail, alors nous allons réduire des productions qui, d'un point de vue écologique, sont absurdes. Nous allons réduire des productions qui, d'un point de vue anthropologique, sont absolument absurdes. Mais nous allons augmenter des productions qui, elles, sont absolument nécessaires pour que chacun ait un niveau de vie à la hauteur précisément de ce salaire moyen de 2300 €. Donc, nous allons évidemment produire l'équivalent de cette avance monétaire. Et cette avance monétaire, elle sera ensuite détruite, hein, parce qu'il faut qu'à la fin de chaque cycle, évidemment, la monnaie créée soit détruite. Comment? Dans le schéma, vous avez une distinction entre les productions à prix et les productions de biens de production. Seuls les biens de consommation, biens et services, hein, ont un prix. Les échanges entre entreprises, c'est-à-dire les échanges de biens et services de production, ne relève pas d'échanges monétaires. C'est un échange comptable avec des exigences de rentabilité, des exigences de rapport entre l'input et l'output. Évidemment, c'est pas bien sûr, hein, mais la monnaie n'intervient pas dans les échanges interentreprises. La monnaie, c'est les salaires, ça n'est que les salaires qui servent à acheter les biens à prix. Donc, les entreprises qui vendent les biens à prix, les salaires de leurs salariés sont payés par la caisse des salaires. C'est ce que vous proposez. Bien sûr. Donc, il y a une caisse des salaires, donc ce n'est plus les entreprises qui payent directement les salaires. Bien sûr que non. C'est comme aujourd'hui, quand les entreprises elles payent une cotisation vieillesse à la sécurité sociale, qui la sécurité sociale paye derrière la retraite. Les entreprises payent une cotisation chômage, et donc c'est la caisse de chômage qui paye le chômage. Vous proposez qu'il y ait une caisse de salaire où les entreprises vont donner l'argent à la caisse des salaires pour que la caisse des salaires paye les salaires. Ben aujourd'hui, on a déjà en moyenne, hein, enfin quoique ça a été diminué avec les exonérations de cotisations patronales au-delà de 1,6 SMIC, en gros, 45% du salaire est déjà socialisé. Il n'est pas payé par l'entreprise. Hein. Il relève déjà d'une socialisation de la valeur. Nous proposons de passer à 100%. Mais sur quoi je veux insister, hein, c'est que dans le schéma, nous avons premièrement un préalable qui n'est pas l'entreprise qui produit de la valeur ajoutée qu'on va répartir. Le préalable, c'est une avance en salaire qui est fondatrice de droits de la personne. Si mes droits dépendent de mon contrat de travail, mais je vais la fermer dans l'entreprise. Je vais écouter les sirènes d'une direction qui me dira bon, je ne vais pas donner mon avis, vraiment. Donc il n'y aura pas de communisme. Le communisme, c'est quand les travailleurs eux-mêmes décident. Donc il faut que les droits économiques soient des attributs de la personne. Donc au départ, il y a distribution des 1500 milliards nécessaires pour que tous les plus de 18 ans, tous les résidents, hein, donc nous allons assumer ce déjà-là d'un trésor public qui paye les fonctionnaires. C'est pas chaque administration qui paye ses fonctionnaires. La totalité des salaires va être assumée, non pas par chaque entreprise, mais par des caisses de socialisation de la monnaie, enfin de création monétaire et de socialisation de la monnaie. Et puis alors évidemment, charge à ces travailleurs de produire les biens de production et les consommations intermédiaires, d'une part, qui sont des biens échangés sans prix, mais avec une valeur comptable, et puis les biens finaux, eux, sont vendus par les entreprises qui produisent ces biens et services finaux. Ces entreprises n'ont pas payé leurs salariés, ces entreprises n'ont pas payé leurs investissements, n'ont pas payé leur consommation intermédiaire. Elles vont donc verser la totalité de leur chiffre d'affaires à la caisse de la monnaie, aux caisses de monnaie, et la monnaie sera détruite à la fin du cycle. Alors, nous ne pouvons pas produire tout ce dont nous avons besoin pour des raisons
à la fois climatiques et autres. Et par ailleurs, nous produisons des choses en excédent. Il y a évidemment, par ailleurs, à côté de cela, un dispositif de commerce international qui assure les achats des importations et les ventes des exportations. Donc, dans votre système, donc les employeurs ne payent plus les salaires, mais il reste bien des entreprises. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la fonction? C'est quoi le rapport entre l'entreprise et l'employé dans ce cas-là? Ah non, les entreprises sont décisives, évidemment. Évidemment. Les lieux où se produit la valeur sont des lieux absolument décisifs, mais ils ne sont plus marqués par l'inversion capitaliste. Les travailleurs ne sont pas sous la dépendance de prêteurs, d'investisseurs, d'opérateurs de marché, pour prendre les 3 grands acteurs du capital aujourd'hui. Les travailleurs décident. Donc le rapport des travailleurs à l'entreprise a complètement changé. Alors ça ne se fera pas en 5 minutes, parce que nous avons eu, quand je contestais le fait que nous soyons en démocratie, nous avons eu, dès notre enfance, une telle socialisation à l'irresponsabilité en matière économique. Nous avons été éduqués à la compétition sur le marché du travail, ça, l'école fait ça très bien, hélas, mais pas du tout à la responsabilité économique, à la co-responsabilité, à la prise de décision, à l'apprentissage de la collaboration. On a appris la compétition, etc., etc. Donc, ce n'est pas en 5 minutes que le rapport des travailleurs à l'entreprise va bouger. Mais nous avons déjà quand même des expériences intéressantes lorsque des entreprises sont reprises par leurs salariés. Quand Unilever abandonne la production de thé et que c'est les travailleurs de l'usine qui produisaient les thés qui reprend et qui produit des thés, les 1336, puisqu'ils ont eu 1336 jours de grève pour arriver à cette situation. Eh bien là, il y a un apprentissage dans ces coopératives de la codécision, un apprentissage qui n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a quelques avantages secondaires à ne pas prendre de décision et à être soumis. Donc il y a tout un long apprentissage, ça suppose une toute autre école, une autre socialisation primaire, bien sûr. Et ce que je propose effectivement avec Réseau Salariat, l'association d'éducation populaire dont je fais partie, ce que nous proposons dans l'équipe de recherche dont je fais partie, l'Institut européen du salariat, qui publie une revue annuelle Salariat, qui a un site avec également des articles affichés sur ce site, indépendamment de la revue papier, qui est une revue annuelle qui s'appelle Salariat. Ce que nous préconisons, c'est effectivement d'étendre à l'ensemble des majeurs, comme expression de la souveraineté populaire, comme expression d'une citoyenneté enrichie de sa dimension économique, nous proposons que chacun de 18 ans à sa mort soit titulaire d'un salaire entre 1800 et 5000 euros par mois. Oui, parce que, pour bien résumer, un fonctionnaire, un prof par exemple, agrégé, va être embauché, rentrer dans la fonction publique en tant que fonctionnaire. Et dans ce cas-là, on va lui dire, simplifions, voilà, qu'il a un salaire de 2000 euros. Et en fait, il a un salaire à vie parce que vous considérez que quand il passe à la retraite, il continue évidemment à toucher de l'argent qu'on appelle retraite, mais vous dites oui, c'est toujours un salaire en fait, c'est un salaire à vie. Et donc en effet, si le prof change de poste ou pas, il aura toujours le même salaire. En tout cas, donc un fonctionnaire a bien de facto un salaire à vie dès qu'il est embauché jusqu'à son décès, qui couvre ses faits. Donc quand on parle de salaire à vie, on peut dire mais c'est exactement ce qui se passe sur la fonction publique si on l'analyse avec ce regard-là. Déjà absolument, absolument. Le fonctionnaire change de salaire quand il change de qualification personnelle, quand il passe un concours qui fait qu'il va changer de qualification, qu'il va changer de grade. La pension de retraite des fonctionnaires, c'est la poursuite du salaire moyen des 6 dernières années. À l'époque, il n'y avait pas d'inflation structurelle au 19e siècle, donc c'était celui des 6 dernières années. C'est devenu les 6 derniers mois avec l'apparition de l'inflation structurelle à partir de la guerre de 14. Mais le Trésor public continue à payer les fonctionnaires. Un fonctionnaire continue à être payé, c'est du salaire continué. Et c'est ce modèle-là que nous pouvons généraliser, bien sûr. Sur ce graphique, on voit l'évolution du
coût du capital, dont on ne parle étrangement jamais dans dans les grands médias, c'est évidemment les distributions de dividendes et de rachat d'actions qui revient aussi à la même chose, c'est-à-dire à donner de l'argent aux propriétaires des entreprises. On voit d'ailleurs que ça a explosé ces dernières années. Dans votre système, on a dit les entreprises, elles restent, mais est-ce qu'elles restent comme aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des actionnaires? Est-ce qu'on continue à payer des propriétaires de capital? Comment ça marche? Ah non, hein, la propriété lucrative qui a commencé à disparaître, encore une fois, tout ce que je propose comme analyste du salaire et de la sécurité sociale repose sur des déjà-là que j'ai observés empiriquement. J'insiste sur ce point, hein, je ne pars pas, je ne suis pas un réformateur social qui a un système. J'aime pas qu'on définisse ce que je dis comme un système, parce que moi, j'essaye de tirer, hein, pour le présent et l'avenir, tout ce que nous avons déjà construit ensemble. Alors, il y a déjà des entreprises qui fonctionnent sans capital. La production d'éducation se fait sans capital, la production de santé se fait sans capital, sauf que notre adhésion à la logique, à la religion capitaliste fait que nous appelons la production de santé dépense de santé. La production d'éducation dépense d'éducation. Parce qu'évidemment, le récit que la bourgeoisie capitaliste nous insuffle en permanence, évidemment, auquel elle nous habitue par toute une liturgie, mais vraiment une liturgie. Si vous prenez le studio d'enregistrement d'une chaîne de milliardaires, CNews ou peu importe, c'est un lieu de liturgie, hein, avec des prêtres qui psalmodient, ce qu'on appelle des débatteurs, d'accord, des curés qui psalmodient la religion, avec un animateur qui célèbre le culte. Enfin, nous sommes dans la religion. Alors, nous avons été effectivement inscrits, hein, dans la pensée que ce qui ne génère pas de profit n'est pas de la production, c'est de la dépense. Donc, on parle dépenses d'urbanisme, dès lors que c'est une collectivité publique qui s'en charge de dépenses de santé, dès lors que ce n'est pas des groupes capitalistes privés qui assurent les soins. Mais de fait, nous avons déjà toute une partie de la production qui est faite sans logique capitaliste, hors logique capitaliste, bien sûr. Et alors, ce que les collègues de Lille, quand ils ont inventé, pour la CGT d'ailleurs, hein, c'est la CGT qui leur avait fait ses commandes, hein, ce concept de coût du capital, montre très bien, c'est effectivement que ce coût explose complètement. Les 100 milliards viennent grever, pour une utilité sociale nulle, la production que nous faisons collectivement, bien sûr.